Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans tes souvenirs. À bien des égards, cette année 2020 n'aura pas été facile, et nous entrons enfin dans cette période douce et sucrée qu'est Noël. Alors quoi de mieux qu'un bon chocolat chaud et une couverture d'œillettes pour nous plonger dans un film riche en sapins et en bons sentiments. Mais j'ai choisi de vous faire découvrir une petite pépite totalement oubliée, pas vraiment pour les enfants. Je sais que certains d'entre vous regardent Archeo Toys en famille, alors n'hésitez pas à envoyer votre plus jeune couper du bois au fond du jardin. C'est bon? L'histoire est simple. En pleine nuit de Noël, un petit garçon tente d'empêcher le cambriolage de sa maison grâce à tout un tas de pièges fabriqués avec des jouets et des ustensiles domestiques. Si vous êtes normalement constitué, vous devez instantanément penser à Maman j'ai raté l'avion, film américain réalisé par Chris Columbus avec Michael Culkin dans le rôle du petit Kevin. Pourtant, tout aussi réjouissant soit-il, Maman j'ai raté l'avion n'est pas mon sujet du jour. Enfin, pas tout à fait. On l'a totalement oublié, mais tout aussi célèbre soit-il, à sa sortie, fin 1990, la drôle d'histoire de Kevin et des casseurs flotteurs a été accusée de plagiat par un jeune réalisateur français. Un homme dont on entend très peu parler aujourd'hui et qui a pourtant apporté quelques trésors au cinéma de genre tricolore, un certain René Manzor. Ce nom fera peut-être vibrer les plus anciens d'entre vous, même si ses travaux récents n'ont pas connu de succès populaire. Mais il y a 100% de chance pour que vous connaissiez son grand frère, Francis Lalanne. Tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux. Maman j'ai raté l'avion serait donc un plagiat? Mais qu'est-ce qui prouve un truc pareil, me direz-vous? Si un grand classique des années 90 nous avait fait une Gad Elmaleh, ça se saurait. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, de 3615 Code Père Noël, ou les aventures du petit Thomas, qui pendant la nuit de Noël doit survivre aux assauts d'un clochard fou déguisé en Père Noël, avec pour seule arme son courage et ses gadgets dernier cri dans une maison beaucoup trop grande. Le synopsis, les dates de tournage et la présence de Chris Columbus à Paris à cette époque ne laissent que peu d'hypothèses sur les liens entre les deux films. Mais il serait dommage de limiter 3615 Code Père Noël à son statut d'œuvre volée. Nous voici donc plongés dans un matin de Noël des années 80 qui fleure bon le tang et le cake Papy Brossard. Et nous faisons connaissance rapidement avec notre petit héros du jour, qui, comme le dit la voix off, il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. On comprend que notre protagoniste cumule à peu près tous les stéréotypes des enfants des années 80, comme si Elliot avait fusionné avec tous les Goonies et s'était transformé en une sorte de Choco Saiyan 3 des années 80 avec un mulet qui lui glisse entre les omoplates. Et Thomas est un grand fan de Rambo, et possède non seulement la panoplie complète du héros d'un film qu'il est beaucoup trop jeune pour avoir vu, mais aussi le nec plus ultra de la technologie informatique de l'époque. Ce n'est pas tout, il a aussi aménagé des pièges dans les couloirs, notamment cette trappe de Tchekhov, qui a probablement nécessité de longs et coûteux travaux de marqueterie supervisés par les monuments historiques. Thomas, le petit déjeuner est servi. Va chercher ton grand-père et viens manger. Et puis, libère le chien. On a un champomis. Champomis d'abord! Que bien que célibataire, la maman de Thomas est une femme active. On a droit ici à Brigitte Fosset, qui jouait déjà la maman de Vic dans La Boum. Et elle a plutôt bien réussi dans la vie, puisqu'elle n'est rien de moins que directrice du grand magasin parisien Le Printemps, qui en cette veille de Noël connaît une effervescence qu'on ne reverra pas de sitôt. Alors Thomas est laissé à la garde de son papy, un vieil homme quasi aveugle que le gamin maltraite régulièrement à Donjons et Dragons. Notre petit héros a aussi droit à la visite du copain cliché, qu'on appellera copain cliché. En homme de son temps, Thomas surfe sur le Minitel, un peu comme il veut, pour parler à des inconnus sur des chats, mais aussi avec copain cliché. En 89, ils avaient déjà Messenger. Dernière précision, tout aussi surdoué soit-il, le petit garçon croit encore au Père Noël, et il est bien décidé à prouver son existence grâce au système de surveillance par caméra qu'il vient d'installer. Mais maman et papy préfèrent visiblement qu'il continue à vivre dans le mensonge, et inventent une sale histoire de Père Noël qui se transforme en ogre quand on le regarde. Alors que maman fait du bif au magasin pour payer le loyer du château, elle se retrouve face à celui qu'on appellera Petit Papa Psycho. Quel est son nom? Est-il drogué? Est-il fou? Est-il la victime d'un système qui l'a broyé et n'a laissé sur son visage qu'un sourire mortifié? On ne connaîtra rien de lui si ce n'est la solitude qu'il ressent au début du film, quand il est rejeté par des enfants dans une bataille de boules de neige. Errant invisible dans la foule lorsqu'il entre dans le grand magasin dirigé par maman pour y trouver un emploi de Père Noël et un peu de chaleur humaine au sens propre.
Et il s'en tire plutôt pas mal. Petit Papa Psycho aurait pu passer une très bonne journée si une sale gosse ne l'avait pas humilié alors qu'il tentait d'inspirer un peu de joie et un peu de bonheur. Pas de bol, maman n'était pas loin, et il perd instantanément son emploi. Sans aucun dialogue, on sent le personnage sombrer pour de bon, et se lancer dans une vengeance sans limite. Vous aviez aimé Joe Pesci et Daniel Stern, qui souffraient joyeusement avec des micro-machines ou un fer à repasser. Vous n'êtes pas prêts. Ce qui attend Thomas, c'est un déluge de haine et de violence, comme seuls peuvent en offrir des thrillers comme Psychose ou Alien. Malgré l'interdiction familiale d'utiliser son matériel domotique, le bambin s'est caché sous la table du salon pour ne pas manquer l'arrivée du Père Noël. Naïf mais ingénieux, il n'a pas oublié de désactiver le système dernier cri d'alarme du château, pour être sûr qu'il ne manque pas ses petits souliers. C'est forcément le moment que choisit Petit Papa Psycho pour entrer par une fenêtre, histoire de se venger de sa patronne dont il a déjà tué quelques employés. Et si Thomas se réjouit de pouvoir apercevoir le bon vieillard du pôle Nord, son chien a bien compris qu'il s'agissait d'un homejacking. La bête se jette donc sur l'inconnu, qui le poignarde en pleine tête avec une pelle à tarte. Ils ont poignardé un chien dans un film de Noël, devant les yeux de Thomas, horrifié et persuadé que tout cela est de sa faute puisqu'il a voulu voir le Père Noël et l'a transformé en ogre. Thomas n'a pas le temps de pleurer son toutou qu'il doit filer pour mettre Papy à l'abri. Il faut dire que le monsieur a la santé vraiment très fragile, et la vue quasiment inexistante, sans parler du fait qu'il doit prendre un médicament régulièrement, sans quoi, il meurt. Thomas emmène le très vieil homme vers la voiture dans le garage, mais Petit Papa Psycho n'est pas loin, et profite du manque de dextérité totale du vieillard pour nous offrir une scène absolument terrifiante, mais un brin surjoué. Thomas s'enfuit dans ce qui ressemble à être un passage secret, et c'est probablement le premier gros problème du film. Jusqu'ici, l'écriture ciselée et haletante du film excusait les quelques plans un peu kitsch de maquette du château sous la neige. Mais après le slasher de Noël, le film commence à dévier de sa trajectoire avec une pièce totalement onirique. Un souterrain caché rempli de jouets avec rien de moins qu'un avion au milieu et un pont de corde. Visiblement, c'est la première fois que Papy met les pieds dedans, et Thomas donne une vague explication, c'est un genre de trésor de guerre, tous les jouets de ses ancêtres. Le scénario semble lâcher prise et se défier de la logique. L'enfant surdoué qui croit au Père Noël et qui sait programmer et monter tout un système de caméras, qui vit dans un château de 55 pièces, ça pouvait passer, mais une grotte à peluche cachée derrière le mur du garage, j'y crois moyen. Ou alors c'est simplement la vision que Thomas a de sa salle de jeu, qui lui sert de refuge. Ce ne serait pas la première fois que le cinéma nous offre la possibilité de jouer sur la dualité entre la vision du monde des enfants et celle de celui des adultes. Mais alors pourquoi Papy peut-il y rentrer et s'y réfugier ? Le film a le bon goût de nous laisser le loisir de trouver nos propres explications. Notre petit héros va alors se préparer au combat. Il se fait un petit style mi-ninja, mi-Rambo d'opérette et lance un message au Petit Papa Psycho. Pour le vaincre, Thomas dispose de son attirail électronique de surveillance. Il tend un traquenard à son ennemi, mais son plan est très vite éventé, et son trou de Tchekhov dans le parquet ne sert pas à grand chose. Pire, ses armes se retournent même contre lui. Contrairement aux techniques mortelles déployées par Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, aucune des tentatives de Thomas ne parviennent jamais à atteindre le Père Noël, qui au fur et à mesure entre dans une rage sadique digne de Psychose. La mise en scène tente de porter ce jeu du chat et de la souris avec des caméras qui sont parfois presque impressionnistes. Comme cette scène de labyrinthe aérien, très jolie mais absolument forcée et inutile dans l'intrigue. Déjà bien posée comme ça pour en avoir à en rajouter. Et franchement, qui fait construire un labyrinthe dans sa propre maison ? Elle fait quoi, Brigitte Fossat, le week-end pour se détendre ? Dans le même temps, maman s'inquiète que personne ne réponde au téléphone. Après quelques rebondissements, Thomas se trouve acculé sur le toit, accompagné de quelques effets spéciaux pas super bien intégrés. Mais il s'en sort in extremis. Notre geek avant l'heure prend le temps d'envoyer un mail sur le Minitel de son copain cliché, et il parvient à enfermer le Petit Papa Psycho dans un sauna pour le cuire thermostat 8. Mais coup de bol, le copain cliché a reçu le message d'alerte de Thomas, et il est venu sur son petit vélo sans autre secours. Papa Psycho réapparaît, fait fuir ce petit monde, et Thomas se prend un grand coup de schloss dans la cuisse. Ils ont poignardé un enfant, dans un film de Noël. Seul, blessé, Thomas enterre son chien dans une longue scène tellement kitsch qu'elle en devient mémorable. Bien décidé à se venger, le petit garçon aiguise ses nouvelles armes. Et ça va pas rigoler. Bon, et les adultes dans tout ça, elle est où maman ? Eh bien, elle a pris la voiture et elle roule vite.
trop vite, et elle est au téléphone au volant avec la police. Du coup, elle se plante dans le fossé, ce qui, avouons-le, est une meilleure excuse que d'oublier son enfant en partant en vacances. Mais malgré toute l'inventivité de Thomas, ni ses fléchettes, ni son petit train piégé ne fonctionnent. Et heureusement, parce que la grenade l'aurait probablement tué lui aussi. La police finit par arriver. Alors, je dis la police, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Oui, il devait être tout seul en faction un 24 décembre, et il est joué par Franck Capilleri, qu'on a pu voir dans un paquet de séries policières à la française. Bon, il n'a pas le temps de se retourner que le Père Noël l'exécute froidement. Et la fin, tout aussi brouillon soit-elle, ne reste pas moins surprenante. Le Père Noël finit par attraper Thomas, et au moment où l'on croit que le gamin va y passer, toute l'horreur et le stress infusés depuis le début du film prend une couleur particulière quand il dit Et t'as perdu. Maintenant, c'est moi qui me cache. C'est toi qui t'y colles. D'accord? Tous ces morts n'étaient qu'un jeu. Thomas préfère prendre la poudre d'escampette dans la voiture de police, mais se crache au bout de 50 mètres. Il tombe sur le Père Noël et profite de l'arme du policier pour le blesser avant de rentrer s'occuper de Papy, oublié dans son armure depuis presque 30 minutes. Je ne vous révélerai pas l'ultime finale, mais vous pouvez être sûr que si Thomas existe, il est toujours traumatisé aujourd'hui. Joyeux Noël! Et ça se termine sur une chanson de Francis Lalanne. Si ça c'est pas un cadeau, sacrée histoire. Mais qui sont les hommes derrière 3615 Code Père Noël? Eh bien, il y a évidemment le scénariste et réalisateur René Manzor, dont le premier long métrage, Le Passage, avait marqué les cinéphiles en 1986. Il travaille ici en famille. La musique est signée par son petit frère, Jean-Félix, qui place dans la BO des clins d'œil appuyés à tous les grands thèmes du cinéma d'action. Mais c'est surtout l'aîné qui a marqué son époque, Francis Lalanne. Véritable star depuis son album intitulé Rentre chez toi en 78, Francis Lalanne était parvenu à convaincre le parrain du cinéma français, Alain Delon, de tourner dans un film de son petit frère et surtout de le financer. Le samouraï est alors en quête d'un nouveau souffle au cinéma. Il veut se détacher de son image de héros de polar et de film noir. Ses relations houleuses avec son fils, Anthony, qui fait à l'époque les gros titres de la presse, l'ont peut-être poussé vers cette histoire de rédemption paternelle. Et ce premier film connaît un petit succès. Sa chanson de générique, On se retrouvera, elle aussi forcément chantée par Francis Lalanne, entre même au top 50 en 87. D'une grande portée onirique, Le Passage est un des rares passages d'Alain Delon dans le fantastique, et rien que pour ça, ça vaut le détour. Même s'il n'y a pas que du bon, on va pas se le cacher. On y trouve déjà le thème de l'enfance, et surtout le jeune Alain Mussy, le propre fils de René Manzor, qui incarnera aussi le jeune Thomas dans 3615 Code Père Noël. Pas facile de diriger un enfant, et même s'il a clairement pris de la bouteille entre les deux tournages, le marmot joue parfois un peu à côté. Mais bon, comment lui en vouloir? Mais la véritable étoile de ce film, celui qui trône sur cette montagne de haine et de sang et de larmes, c'est évidemment Patrick Flersheim. Plus connu pour son travail de doublage pour Robert Redford ou Mel Gibson dans Mad Max. Il nous a malheureusement quittés en 2016, mais il est la preuve que les acteurs français sont probablement les meilleurs pour incarner des créatures du mal. Que ce soit dans ses postures, dans ses gestes, dans ses regards, tout n'est que folie dans ce personnage de Père Noël assassin. Son costume rouge, censé incarner un moment de paix, de joie, de partage, est totalement souillé. Et en inversant tous les principes, le personnage du petit père psycho donne au film une hauteur que sa mise en scène ne parvient pas tout à fait à lui offrir. Mais alors comment s'est terminée cette histoire de plagiat avec Maman j'ai raté l'avion? Eh bien avec un accord resté secret. Tout ce que l'on peut dire c'est que René Manzor a fait une partie de sa carrière aux USA. On lui doit par exemple un épisode de la jeunesse d'Indiana Jones, dans lequel notre archéologue préféré rencontre un officier français de la Grande Guerre, qui n'est autre que notre bon vieux Francis Lalanne. Oui, Francis a rencontré Indiana Jones. On lui doit aussi 2 épisodes de la série Highlander, et au cinéma on le retrouvera dans un registre plus léger sur Un amour de sorcière avec Vanessa Paradis. Un visionnaire qu'on vous dit. 3615 Code Père Noël fait partie de ces petits films de genre qui auront marqué l'histoire des loueurs de cassettes, avec leurs jaquettes volontairement angoissantes qu'on rangeait bien loin du rayon Disney. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, malgré ses outrances, qui cachent un message, mais sur une pancarte tellement grande qu'on a du mal à voir le film derrière. Et puis bon, le coup de la grotte avec des jouets, qui a 500 mètres carrés remplis de jouets sous sa maison? Moi peut-être, mais pas les gens. Et même si on a eu la Cité des Enfants Perdus et le 5e élément, la décennie suivante n'a pas vraiment connu la révolution fantastique attendue dans l'Hexagone. 3615 Code Père Noël, c'est aussi un beau film d'époque, où on pouvait encore aller en magasin et où le monde du numérique entrait déjà dans les foyers. Même si on est d'accord, le scénario surestime beaucoup les capacités du Minitel.
Et là, Thomas possède l'équivalent de tout le rayon hi-fi de chez Mammouth, ce qui est un chouïa forcé, même si on l'a compris, la richesse de sa mère est une facilité tout aussi scénaristique que matérielle. On peut facilement voir dans cette montagne de cadeaux, sous lesquels croule littéralement Thomas, un moyen de compenser l'absence de son père, au final très peu abordé dans l'intrigue. C'est d'ailleurs peut-être une des clés de ce refuge fantasmagorique, qui lui offre un court répit. Mais il ne lui suffira pas à vaincre ses peurs et à mettre fin à ce dernier recoin d'innocence avant de rentrer dans le monde des adultes avec douleur. Et le Père Noël, le fait de ne rien savoir sur lui en fait un terrifiant archétype du père fouettard, une figure presque mythologique. La solitude, la violence, la folie qui transpire de son costume de plus en plus maculé de suie, de sang, de larmes, de boue, au fur et à mesure de son naufrage, il fait partie de mon top 3 des meilleurs méchants de cinéma, bien loin devant le Joker de Todd Phillips. Longtemps difficile à trouver, le film est sorti en Blu-ray il y a quelques années chez Le Chat qui Fume, alors n'hésitez pas à sauter sur ce coffret rempli de bonus très sympas. Et vous, quelle VHS beaucoup trop violente vos parents en rangeaient-ils sur le dessus de l'étagère? Eh bien dites-le moi en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à partager cette vidéo, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme certains l'ont remarqué, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, mais c'est parce qu'il y en aura un petit peu plus à la fin du mois de décembre. Nous, on se retrouvera dès demain lundi sur Twitch pour le débrief de la vidéo sur 3615 Code Père Noël, et mercredi en compagnie de Papa Blender pour un Archéo Live de folie. Dans tous les cas, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a 2 passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. 3615 Code Père Noël, le film. Après le passage, le nouveau film de René Manzor.